La hausse des indices boursiers chinois est assez spectaculaire ces derniers jours, plus 5% lundi, quasiment 15% de hausse en une petite semaine. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile, juste avant, on était en direct avec Didier Saint-Georges de chez Carmignac. Il me disait, mais la Chine, le marché chinois, c'est du casino, etc., etc. Vous, alors, vous êtes joueur parce que déjà, je cherche à comprendre les raisons de cette accélération, mais pour vous, vous êtes bullish là-dessus, il faut y aller. Il faut distinguer ce qui se passe à court terme, effectivement, depuis une dizaine de jours. Et les tendances sous-jacentes, la dynamique pour le moyen long terme. C'est vrai que depuis quelques jours, il y a eu ce qu'a fait déjà la Chine, ce qu'a déjà tenté le pouvoir chinois en 2007-2015, c'est-à-dire ils ont essayé de lancer une hausse du marché par des articles dans la presse chinoise. Vous avez 2 journaux qui ont parlé des valeurs saines, d'un marché haussier qui est en train de se préparer. Propagande. Et vous avez même l'AFP locale, l'AFP officielle chinoise qui dit les investisseurs sont en train de se ruer sur les actions. Donc forcément, les Chinois sont assez joueurs et ils se sont précipités pour acheter des actions. Ils sont très présents sur les marchés actions globalement. C'est un marché particulier en Chine. Ouais. Mais casino, pas casino alors Casino, là oui. Parce qu'effectivement, on a pris 12-13% simplement parce que le Pékin a dit attention, ça va monter. Mais en même temps, il y a eu des antécédents et c'est vrai qu'il y a eu des pics comme ça, bien plus violents qui ont pris forme. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a effectivement une dynamique favorable pour le marché chinois pour les prochains mois et les prochaines années. Notamment, vous parliez des banques centrales aussi, notamment grâce à la banque centrale chinoise qui a beaucoup moins fait que les banques centrales occidentales. En termes de QE, de QE, de rachat d'actifs. Ils n'ont même pas officiellement lancé un rachat d'actifs. Il n'y a pas de QE en Chine ? Alors, ils ont fait ce qu'ils appellent un bill swap, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux banques qui sont, vous savez, qu'elles ont des créances douteuses, importantes. On parle beaucoup de la dette chinoise. On en parle beaucoup moins maintenant parce que tout le monde est endetté et on les a bien rattrapés. Mais ces banques chinoises qui avaient des créances douteuses avaient des difficultés à prêter. Et on leur a permis d'émettre des obligations perpétuelles, assimilées à des fonds propres, ce qui leur permet de restaurer leur capacité et leur marge de manœuvre. Et ces obligations perpétuelles qui ont été vendues à des intermédiaires financiers ont été reprises par la Banque centrale derrière. On leur a permis de les échanger contre des actifs de la Banque centrale, des bons émis par la Banque centrale sûrs. Donc la Banque centrale, en gros, a gonflé son bilan en prenant le risque des banques, a permis de recapitaliser les banques. Et c'est un début. Pourquoi la Chine se priverait de faire des rachats d'actifs quand tous les autres l'ont fait ? Les autres ont dégradé leur monnaie, la Chine est restée un petit peu en retrait. Le bilan de la Banque centrale chinoise laisse un petit peu le potentiel de ce côté-là. Donc je pense qu'effectivement ça va jouer. Et pourquoi est-ce qu'elle interviendrait plus ? Parce que la Chine, aujourd'hui, on voit que la guerre commerciale a besoin... Paradoxalement, ça pourrait être bon pour la bourse chinoise, la guerre commerciale ? Paradoxalement, la guerre commerciale pourrait être bonne pour la bourse chinoise. Il faut m'expliquer. Mais oui, mais en ce moment, tout est bizarre. Vous avez une Chine qui, depuis des années, profite du commerce international, qui exporte énormément, qui vit grâce à l'Amérique et à l'Europe. L'Amérique a dit stop depuis 2 ans, vous le savez. Alors, ce n'est pas encore très efficace, mais l'idée est là. L'Europe, depuis la crise du coronavirus, se rend compte qu'elle est trop dépendante de la Chine. Donc la Chine va moins bénéficier de ce commerce et des exports. Et donc va chercher à gonfler, à recentrer sur sa consommation. Elle l'a essayé par le passé, elle savait que ce jour viendrait. Elle a essayé par le passé de gonfler la consommation, ça n'a pas fonctionné. Mais si vous avez, comme on l'a dit, un marché boursier chinois détenu par des particuliers, si vous gonflez le prix des actifs, contrairement à ce qui s'est passé en Europe et aux États-Unis, vous enrichissez les ménages chinois. Vous n'enrichissez pas quelques mains et quelques banques comme ça a pu se faire chez nous. Il y a une vraie redistribution de la richesse qui va profiter donc les petits porteurs sont à la consommation. Et la deuxième chose, c'est que vous avez effectivement ces particuliers chinois et vous avez ce poids de la Chine ridicule en termes boursiers. C'est-à-dire que la bourse chinoise a fait 0% en 10 ans, elle a pris 50% en 20 ans, quand le PIB a fait bien plus. C'est-à-dire qu'en fait, je découvre, je pensais pour moi qu'ils étaient à un niveau de valorisation stratosphérique en Chine. Pas du tout. Vous avez une bourse chinoise qui est valorisée 15 fois les profits. C'est moins que... Quand actuellement on est plus 22 fois sur le reste de la planète. Donc il y a une vraie décote. Il y a une décote parce que longtemps il y a eu ce manque de transparence. D'ailleurs il y a encore un manque de transparence sur certaines entreprises qui a effrayé les investisseurs. Mais je pense qu'il peut y avoir un rattrapage de ce côté-là. Il y a une décorrélation, puisqu'on l'a dit, depuis 10 ans la bourse chinoise ne fait rien.
Donc la bourse chinoise n'évolue pas spécialement avec le reste des places. Alors vous savez que l'Europe est vraiment ancrée derrière les États-Unis. Ouais. On éternue dès qu'ils ont un rhume. Ouais. Donc de ce côté-là, il y a une diversification qui s'offre, une décorrélation. D'autant que le poids du marché boursier chinois dans les grands indices boursiers, aujourd'hui tout petit, n'est pas en phase avec le poids économique de la Chine. On parle quand même de la deuxième puissance mondiale. Qui pèse combien dans les grands indices boursiers mondiaux? Alors, dans le MSCI, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a encore 2 ans, c'était 1, et quelques %, donc rien. Ouais. Et MSCI a décidé d'augmenter la part de la Chine progressivement, on est monté à 4. Dans les indices émergents, c'est 17. Et ça va se poursuivre. Ça va permettre, on parlait des particuliers qui sont investis en Chine, ça va permettre aussi, si Pékin n'est pas bête, d'ouvrir plus le marché chinois aux étrangers et de faire venir des investisseurs étrangers qui pourraient être intéressés par justement cette décote et cette décorrélation. Vous avez 3% d'investisseurs étrangers aujourd'hui sur le marché chinois, de la marge aussi, contre 30 ailleurs. Vous voyez le potentiel qu'il peut y avoir en termes de flux vers ce marché. Ouais. Après, il y a aussi des valeurs chinoises qui aujourd'hui sont comparables, j'ai envie de dire, aux mastodontes américains. Oui, on parlait du manque de transparence, mais enfin il y a quand même des grands groupes reconnus dans le monde entier. Vous connaissez Alibaba, qui est le Amazon chinois, il y a Baidu, qui est le Google. Il y a des grands groupes technologiques, mais pas que. Il y a des grands assureurs. Il y a des grands pas sûr qu'eux, d'ailleurs, soient restés à la traîne, encore une fois, en termes de valorisation. Il y a une décote. Il y a une décote. Ils sont bien valorisés parce que ce sont des valeurs technologiques à forte croissance. Mais il y a une décote par rapport à des comparables. Il y a encore une décote. Ouais. Bon, on finit là-dessus. Donc pour vous, il faut en avoir en portefeuille du marché chinois. On fait comment parce qu'on ne connaît pas les boîtes, quoi, alors c'est ça qui est pas toujours le plus simple. Le marché chinois, quand on parle vraiment du Shanghai Composite, ce n'est pas ouvert aux investisseurs particuliers français. On ne peut pas investir demain et se dire. En revanche, vous pouvez passer par des trackers. Des ETF. Ce qu'on appelle la gestion passive, les ETF. Qui copient, qui répliquent donc. Qui répliquent. Alors quel indice boursier chinois d'ailleurs? Effectivement, juste avant, vous parliez du problème de répliquer un indice. Vous avez des trackers qui reproduisent les grandes valeurs. Donc vous éliminez, si vous voulez, toute la pollution, on va dire, des petites valeurs. Vous avez les grandes valeurs, donc ça va être les 50 premières valeurs chinoises, avec une bonne diversification sectorielle. Il y en a un à Paris qui est coté. Voilà. Vous avez, alors, je parle plus d'une dynamique quand même de moyen-long terme. Si vous avez des contrats d'assurance vie, vous pouvez mettre de la Chine dans votre contrat d'assurance vie. Vous avez beaucoup de fonds de gestion active cette fois-ci qui sont positionnés. Il y a des très bons fonds qui vous permettent d'être positionnés par exemple sur la consommation chinoise. On en parlait tout à l'heure. Et là, vous axez vraiment sur la partie de l'économie chinoise. Pour vous, il y a de la perf à venir. Encore une fois, dans une optique, non pas de spéculation, mais de moyen terme à voir du marché chinois aujourd'hui. C'est tout sauf bête. C'est tout sauf bête d'avoir effectivement une ouverture sur le marché chinois. D'autant plus que vous avez un marché américain qui est très cher. Vous avez un marché européen, une Europe qui est basée sur peu de croissance, une Europe vieillissante. Et là-bas, vous avez quand même, quoi qu'on en dise, encore de la croissance. Et vous avez des actifs qui sont. Qu'est-ce qui vous dit que cette décote du marché chinois ne va pas perdurer encore 10 ans? Parce que justement, ce recentrage de la Chine sur la consommation va nécessiter d'avoir un véritable marché financier. Aujourd'hui, vous avez connu en fait 20 ans de croissance en Chine parce que les investisseurs étrangers se sont concentrés sur l'industrie. Ouais. Ils sont venus investir dans des actifs tangibles en Chine. Je crois que maintenant, on va être dans l'époque des actifs financiers en Chine. Bon, l'avenir nous le dira. On a pris note en tout cas. Merci. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Merci Laurence. Bye.